Bon après-midi, mesdames et messieurs. Un proverbe africain dit « La vie est parsemée de difficultés que chacun devrait apprendre à surmonter ». Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant du journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Août 1986, 21 août 2019, 33 ans déjà que le lac Niort, situé dans la région du Nord-Ouest, avait libéré un gaz asphyxiant par privation d'oxygène. Quel souvenir gardent les rescapés Alfred Mbeng et Sylvanus, deux survivants, nous plongent dans les circonstances du drame. Bakassa, dans l'arrondissement de Bana, le bilan s'alourdit après le meurtre de 4 enfants de sexe masculin. C'est le tour de la grand-mère de succomber à la douleur. Christian Bousseux, notre correspondant, est allé vivre, voire toucher du doigt l'atmosphère qui règne au sein de cette famille meurtrie. Et puis en sport, cyclisme Transcar 2019, la 6e borne a été franchie hier. Pas de changement à la tête du classement. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée Canada International avec cette affaire qui a défrayé la chronique hier. Sisikou Ayouk Tabi et compagnie condamnés à vie. Le verdict est tombé mardi dernier aux environs de 5h30 du matin après 17 heures d'audience. La décision de la collégialité exige également des accusés 250 milliards de dommages et près de 13 milliards d'intérêts. C'est un reportage signé Anong Efak et Luc Vendron. Des haines pour une affaire d'État ou presque, sauf appel de la défense. L'affaire Sisikou Ayouk Tabé et compagnie, verdict tombé au tribunal militaire de Yaoundé ce mardi au petit matin. Condamnation à vie, tous les 10 personnes. 250 milliards de dommages et près de 13 milliards d'intérêts en plus. La collégialité de juges au centre de l'affaire en a décidé ainsi. Marteau de levée d'audience frappé à 5h30 minutes après 17 heures de débat houleux. Déception du côté de la défense. We were choked. Nous avons été choqués, pas seulement à cause de cette décision, mais parce que les juges ont été impartiaux depuis le début. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est en ignorant la loi. Le verdict pèse le poids de leur culpabilité pour sécession, terrorisme, financement de terrorisme, insurrection, entre autres, de la dizaine de charges. La décision a pourtant été rendue sans les avocats, tous déconstitués au cours des débats sur la récusation du juge. Clash intervenu au niveau de l'article 594 relatif à la procédure de récusation. Le juge figé sur l'argument de non-réception de la demande de récusation et les avocats arguant lui avoir adressé ce document au même titre qu'au président de la Cour d'appel. Le même article convoqué en son alinéa 2. Si vous lisez l'alinéa 2, ça exige qu'une copie de la récusation qui a été déposée à la Cour d'appel doit être adressée entre guillemets au juge concerné. La collégialité est restée imperturbable dans une audience à partir de là, sans avocat. Les protestations des accusés n'ont rien pu jusqu'à la fin des hostilités. On l'a dit, condamnation à vie. Une condamnation qui entraîne la sortie de plusieurs ONG et associations. Ellie Smith, porte-parole de la All Anglophone General Conference, s'est également prononcé après le verdict condamnant à vie Sisikou Ayouk Tabé et 9 de ses compagnons. Je vous propose d'écouter un extrait réalisé par Patrick Christian Dobon. Ça donne un mauvais signal. Ça fait que ceux qui sont à l'extrême vont capitaliser sur ça pour dire qu'ils ne voudraient pas que l'école commence. C'est ça le problème avec ce verdict qui vient de... Et ça démontre aussi que le gouvernement, entre ce qu'on dit et la réalité, c'est deux choses. Mais je voudrais regarder ça d'une autre manière. Le gouvernement a toujours dit que la justice devrait suivre son cours. Est-ce que ça n'est pas là aussi une manière de dire que, bon, la justice suit son cours et que s'il y a d'autres cadres concernant l'apaisement, pourquoi pas la grâce, on pourrait y arriver?
Bon, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais dire, que vous savez, il ne faut pas être émotif quand on prend une décision. Il faut aussi regarder l'autre côté de l'aspect. Peut-être les condamnés veut dire que dans les mois ou les semaines qui vont arriver, le président va demander la grâce pour leur liberté. C'est ce que moi je pense. Mais de prime abord, quand on condamne les gens qui sont... Les premières réactions sont tellement émotives, mais quand vous êtes quelqu'un qui a une certaine responsabilité, il ne faut pas mettre beaucoup d'émotions dans là. Il faut regarder aussi l'aspect positif que ça peut donner. Ça veut dire peut-être après ça, il y aura une grâce présidentielle et puis il y aura un dialogue. Dans le cadre de cette condamnation de Sisiko Ayuk-Tabé et 9 autres de ses compagnons, notre correspondant dans le Nord-Ouest a tendu le micro à quelques personnes qui réagissent, comme vous allez le voir tout de suite. Quelques heures après la condamnation de Sisiko Ayuk-Tabé et ses 9 compagnons, des personnes rencontrées à Bamenda plaident pour une grâce présidentielle afin de faciliter le retour de la paix dans cette région marquée par la crise depuis 3 ans. J'ai envie de croire à une amnistie générale, tant du côté du gouvernement que du côté des séparatistes. Le président a le pouvoir constitutionnel et en tant que le père de la nation, de faire preuve de clémence à travers la grâce présidentielle. Ce sera une bonne ouverture pour le dialogue tant sollicité par les Camerounais et les partenaires extérieurs. Alors que la campagne Back to School bat son plein, d'aucuns craignent que cette décision perturbe la reprise des cours 3 ans après son interruption. Pour la rentrée scolaire, il est important qu'on écarte tout ce qui pourrait perturber le retour des enfants à l'école. Les parents sont prêts pour la reprise des cours, mais je suis incertain. Je plaide pour la générosité du chef de l'État. Je suis vraiment très déçu. Je n'attendais pas à cette verdict. À quelle heure à 6h30 le matin. C'est pas normal. Dans les rues de Bamenda ce mardi, c'est l'ambiance habituelle des lendemains de ville morte. Les uns et les autres étant préoccupés à rattraper le manque à gagner dû au Ghost Town. À Bakassa, c'est le bilan qui s'alourdit après le meurtre de 4 enfants par leur oncle. La grand-mère, sous le choc, rend l'âme quelques jours plus tard seulement. Un mort de plus qui laisse la famille dans le désarroi complet. Christian Bousseux est allé toucher du doigt l'atmosphère qui règne dans cette famille meurtrie. Nous l'écoutons. Au lendemain du drame qui continue de secouer le village Bakassa dans le Onkam, avec l'assassinat de 4 enfants âgés de 8 à 4 ans, nous sommes retournés au sein du village pour essayer de comprendre. Les 4 enfants étaient de 2 concessions différentes de la même famille, venus au village pour la messe d'action de grâce de leur grand-père. Et jamais plus ils ne rentreront, comme nous l'expliquent quelques témoins. Voilà, il s'agissait d'une messe d'action de grâce organisée à la mémoire de notre papa, décédé il y a environ 2 ans aujourd'hui. Donc la famille s'est réunie ici au village pour faire une messe d'action de grâce en sa mémoire. Alors la cérémonie a eu lieu samedi. La cérémonie est terminée, d'aucuns sont rentrés. D'autres ont choisi de rentrer plutôt le dimanche. C'est alors que ceux qui sont décédés sont restés, puisqu'ils devaient rentrer plutôt lundi. Il n'y avait aucune pression pour vite rentrer. J'ai fini de laver à 7 autour de 17 h. Je dis que mais les enfants s'ils ne mettent jamais l'eau dehors comme ça. La grand-mère dit que peut-être qu'ils sont en haut chez leur grand-mère. On demande. La grand-mère dit non. On descend chez leur oncle là en bas. On demande, il dit non. Ça commence à nous inquiéter. On part chez la fille de la grand-mère. Elle dit non. C'est là où on se met, tout le quartier sort maintenant, on se met à fouiller partout. Quand la police vient maintenant, on a vu 2 corps. On appelle encore, on a encore vu l'autre corps, c'est par là-bas. De part et d'autre, l'émotion est encore vive. Et on peine même à trouver des mots pour expliquer ce qui s'est passé. Quand j'étais chez moi, c'est là où on m'appelle d'aller en brousse porter le corps de l'enfant. Nous arrivons là-bas, on trouve plutôt 4 corps couchés. Oui, celui qui a tué l'assassinat, c'était mon neveu paternel. Notons pour terminer que la grand-mère de ces enfants est décédée ce matin, n'ayant pas pu supporter le chagrin. Ce qui porte à 5 le nombre de morts dans cette famille. À Yaoundé, l'association des femmes des médias est
en réunion en ce moment. Le deuxième symposium national a pour thème la prise en compte de l'approche genre sur la couverture médiatique des élections municipales et législatives au Cameroun. Retrouvons sur place nos reporters Luc Vondor et Alain Ghislain Kanga. Bonjour Alain Ghislain. Bonjour Charles, bonjour à tous. Ça discute entre femmes juste derrière moi ici à l'hôtel Tungu à Yaoundé et ça parle politique. L'association des femmes des médias est réunie ce jour au cours d'un symposium qui a pour thème la prise en compte de l'approche genre dans la couverture médiatique des législatives et des municipales. Il est question au cours de cette plateforme qui s'étend sur 3 jours de trouver des moyens pour inciter les autres femmes de médias à s'intéresser aux questions politiques. Et à mes côtés, la coordinatrice de l'association des femmes du Cameroun, Tchonko Betty-Besson, bonjour. Hello, bonjour. Alors, quels sont les objectifs de cette plateforme? Les objectifs de cette deuxième édition de Symposium national, c'est que les femmes médias veulent pouvoir joindre leur voix. Nous voulons s'aligner derrière la politique du gouvernement, surtout celle du ministère de la promotion de la femme, pour que les femmes camerounaises peuvent s'intéresser à la politique, pas seulement comme les danseurs, les applaudis pendant les meetings, mais celles qui sont capables et qui ont déjà prouvé qu'elles sont intéressées et qu'ils ont les potentiels peuvent accéder au leadership dans la politique. Et les femmes médias pensent qu'il faut qu'on examine les gaps qui existent sur la couverture médiatique des élections en général et la couverture médiatique des candidates femmes et la participation des femmes, de toutes les femmes pendant les processus électoraux. Merci Tchonko Betty-Besson. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association des médias, des femmes des médias du Cameroun. Et je rappelle bien sûr que le représentant de l'ECAM prendra part à cette plateforme et présidé par le ministre de la Communication. Ici, Alain Ghislain Kanga, Luc Vondor pour Canal International. Merci Alain Ghislain Kanga. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec la promotion des jeunes. Le réseau dénommé Afrigym s'engage à lutter contre les tares qui minent la jeunesse en général et la femme en particulier. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un concept mis en œuvre hier à Yaoundé, une rencontre physique d'abord en journée qui s'est poursuivie plus tard sur les réseaux sociaux afin d'impulser une participation massive des jeunes au processus de développement. C'est un reportage signé sur Kamga et Alain Bodis. Un leitmotiv aux airs de slogans politiques pour marquer l'engagement des jeunes et des femmes à être autonomes. Les 25 heures de Yaoundé font entendre la voix du fer de lance de la nation, l'occasion pour les participants de passer en revue les recommandations issues de la première édition des 25 heures de Dakar, tenue le 7 août dernier. Les 25 heures de Dakar ont été une réussite parce que les objectifs ont été atteints, à savoir l'amplification de la voix de la jeunesse africaine. L'initiative est du Fonds des Nations Unies pour la population, en abrégé UNFPA, à travers son réseau Afriyan. La plateforme recommande aux jeunes d'avoir des compétences et se regrouper en association pour une meilleure employabilité. Nous avons déjà décidé d'aller vers cette structure-là, demander déjà des pourcentages de recrutement des jeunes. Déjà au niveau du Minrési, nous avons commencé le recrutement 150 chercheurs récents fait partie d'un de nos plaidoyers. Pour que les déclarations de cette séance débriefing soient bien implémentées et atteignent la cible, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun se fait relais de l'information. Nous encourageons les partenaires à davantage s'impliquer dans le cadre de la promotion et la valorisation du leadership de la jeunesse camerounaise mais aussi africaine et aussi de promouvoir la participation des jeunes à des instances de prise de décision. Le programme Les 25 heures de Yaoundé s'est achevé hier. Il s'agit d'un prologue
au sommet de Nairobi de novembre 2019, où seront célébrés les 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement et les 50 ans de l'UNFPA. En éducation, en préparation à la prochaine rentrée scolaire, les acteurs de l'éducation étaient réunis ce mardi en vue d'examiner les mesures à prendre pour sécuriser les enfants exposés en zone de tension. À l'occasion, une déclaration est présentée afin d'outiller les participants à la tâche qui les attend. C'est un reportage signé Alain Jidekanga, Serge Alain Zébou. Les attaques terroristes dans les régions anglophones du Cameroun ont entraîné la fermeture d'environ 5018 écoles depuis 2016. Le gouvernement s'efforce pourtant d'endiguer l'insécurité. Et c'est à la faveur de cette situation que le ministère de l'Éducation de base, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce mardi un atelier afin de renforcer le rôle des éducateurs dans la protection des écoles. Au cœur de cet échange, la vulgarisation du contenu de la déclaration sur la sécurité des écoles et des lignes directrices de sa mise en œuvre. Il faudrait qu'on s'accorde pour dire qu'il y a des endroits qu'on ne doit pas violer, il y a des endroits où l'éducation doit continuer parce que les enfants n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. Les enfants, le plus souvent exposés à l'insécurité, ont besoin d'un encadrement au quotidien. Le Caneva adopté au niveau national et régional donne des orientations et envisage à cet effet des solutions qui pourront être mises en place. Elle consiste essentiellement, par exemple, à mettre en place un système d'alerte, à mettre en place des procédés de formation des enfants et des enseignants à l'évacuation des salles lorsque plus rien n'est possible, à mettre également en place des procédés de prise en charge des enfants de manière spécifique. Dans cette initiative du gouvernement, l'UNICEF s'inscrit en partenaire fiable. L'UNICEF est un partenaire du gouvernement camerounais. C'est pour ça que nous apportons notre soutien aux enfants. Et s'il advenait que l'État ouvre à nouveau ses écoles, nous les assisterons afin qu'elles soient bien équipées et puissent fonctionner dans un bon environnement. L'État du Cameroun poursuit au quotidien son combat pour que tout le monde ait droit à l'éducation. Les forces de défense sont à l'école de l'industrialisation depuis le 21 août dernier à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un séminaire organisé par le ministre de la Défense que les officiers de l'armée camerounaise mesurent le rôle qu'ils occupent dans le processus d'industrialisation du Cameroun. Reportage signé Karen Mezatia, Serge Alain Zébou. Les forces de défense au cœur du processus d'industrialisation ce 21 août à Yaoundé. C'est à la faveur d'un séminaire qui s'étend sur 3 jours au quartier général. Il est question pour ces hauts cadres de l'armée de s'imprégner du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Mais pourquoi impliquer les forces de défense dans ce processus d'industrialisation? On fait beaucoup de dépenses publiques en matière de défense, que ce soit en termes d'armement, d'équipement. Donc il est important que la défense dépense prioritairement pour accélérer les processus productifs nationaux. La rencontre, qui succède à une autre, organisée en novembre 2017, s'inscrit dans un contexte particulier, celui de l'émergence du Cameroun, qui ne peut être atteint sans l'industrialisation et sans l'impact des forces de défense, d'où l'enjeu de cet atelier. On doit décloisonner les esprits, vous voyez, des Camerounais, créer ou changer les clivages que nous créons dans notre esprit en pensant que civil et militaire c'est séparé. En fait, il y a une unicité stratégique et prospective. C'est dans ce sens-là donc qu'on souhaite que, vous voyez, les forces de défense prennent ce leadership. Le plan directeur d'industrialisation, épicentre des travaux du jour, axe sa politique dans les domaines de l'infrastructure, l'économie numérique et l'urbanisation, entre autres. C'est donc une aubaine pour ces officiers qui s'abreuveront pendant ces 3 jours à la bonne source.
En économie, le riz camerounais connaîtra un nouveau départ, ceci grâce à la signature d'une convention entre le Japon et le Cameroun, signature qui s'est tenue ce jour au siège du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en présence de l'ambassadeur du Japon au Cameroun. Compte rendu de cette signature avec Angeline Ekosono et Hubert Noutier. C'est fait, un pont agricole est construit entre le Cameroun et le Japon. Au cours de cet échange, la question du riz camerounais. Il faut sortir le Cameroun du jour de l'exportation à outrance du riz étranger. Que se donne Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous devrions accroître la productivité et la qualité du riz et renforcer la sécurité alimentaire et la croissance de l'économie agroalimentaire du Cameroun. Nous voudrions contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population camerounaise. Et Setsutomo Osawa, ambassadeur du Japon au Cameroun, à travers la signature de ce jour, au sein de son département ministériel de la Convention pour le riz au Cameroun. Et par essence un pays agricole qui fonde la transformation de son économie sur une plus grande productivité et une plus grande production de certaines spéculations locales. D'abord pour réduire les risques liés à la sécurité alimentaire, mais aussi améliorer notre position en matière de balance courante qui est impactée par les importations. Le riz. Cette convention arrive au moment où le Cameroun vit le scandale des innombrables sacs de riz stockés à Yagua. En tout, c'est un don de près d'1 milliard de francs CFA qui sera remis aux riziculteurs afin de capitaliser la production. L'expertise, l'expérience japonaise vont nous permettre d'en améliorer la qualité, la productivité, d'augmenter les revenus de nos populations impliquées dans la production du riz tel que souhaité par les politiques gouvernementales. L'agriculture étant l'un des axes majeurs de la coopération Japon-Cameroun, le ministre de l'économie a tenu à ce que les équipements soient remis aux riziculteurs afin d'accroître de manière substantielle et à court terme la production locale. Avant de parler de la page sport, allons tout de suite au camp Tézef à Douala où une libération forcée est opérée sur les lieux depuis plus d'une quinzaine d'années. Cet espace est occupé par les populations longtemps averties du passage des engins. Une démolition qui touche essentiellement les maisons à matériaux provisoires. Retrouvons sur les lieux Maureen aussi et Thierry Nana qui nous apportent plus de détails. Depuis 6 heures ce mercredi matin, les populations du camp Tézef de Douala sont forcées de quitter ce domaine de l'État qui jouit de 2 titres fonciers, l'un appartenant à la CRTV et un autre pour Camtel. C'est près de 2000 personnes qui étaient établies sur 6 hectares et demi et cette démolition forcée, ce déguerpissement précède un projet de construction du CES bilingue de Newbel dont l'acte de création et d'ouverture date de 4 ans. Nous allons rencontrer le 2e adjoint préfectoral Ngamari qui supervise cette opération de démolition. Il y a 1 an, je pense, les populations avaient reçu des mises en demeure délibérées. Voilà. Donc, nous pensons que c'était une mesure, n'est-ce pas, qui allait leur permettre de partir, effectivement, pour ne pas subir ces déguerpissements forcés. Et même après cette mise en demeure, nous avons mené encore des sensibilisations depuis 2 jours pour leur demander de partir. Malheureusement, les gens aiment attendre de voir avant de réagir. Comme vous pouvez le constater de part et d'autre, il y a des populations qui se sont assises pour assister à la démolition de leurs maisons d'habitation. Certains essayent de sauver les tôles pour en construire certains abris et d'autres justement s'affairent à partir avec tout ce qui leur restait de leur maison. Eh bien, nous allons les rencontrer pour avoir leurs sentiments et surtout les raisons pour lesquelles elles n'ont pas respecté les mesures administratives qui leur demandaient de quitter le site il y a un peu plus d'1 an.
Ça, c'est la deuxième fois qu'on nous a avertis qu'on devait nous casser. Bon, moi, je ne suis pas surpris qu'on devait nous casser. Mais je savais qu'on devait nous casser. C'est tout ce que je connais. Vous êtes parti pourquoi? Bon. Tu sais qu'il y a parmi les Nké, il y a les Ngba. Je suis un Thomas. Quand je vois, j'accepte. Quand je ne vois pas, je n'accepte pas. Aujourd'hui, je confirme. La loi, c'est la loi. Vu la vie sociopolitique du Cameroun à l'heure actuelle, on n'était pas sûr que ces choses pouvaient être réalistes. Parce qu'aujourd'hui, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest sont généralement dans la ville du littoral. Ils en ont des maisons, les gens n'ont pas où vivre. Et ça, c'était le refus de presse de tout le monde. Parce que les maisons étaient ici, le coût était accessible. 10 000 francs, 15 000 francs, j'avais un studio. Au camp TZF de Douala pour Canal 2 International, Thierry Nana, Monique Naoussi Fosso. Merci Monique Naoussi Fosso. Parlons maintenant de sport avec cette note de la team olympique camerounaise. La Cameroun Olympic Team est engagée dans 3 disciplines ce mardi 21 août aux Jeux africains. En handball, les dames, les Lions indomptables affrontent l'Ouganda au gymnase Mohamed V de Casablanca. Plus tard dans la matinée, leurs compatriotes de football féminin a fait 85 kilos. Chez les 91 kilos, Kondengi Paul Donatien affronte Bala Johannes du Maroc. Poursuivons cette actualité sportive avec le cyclisme, la Transcat 2019. La 6e borne a été franchie hier. Pas de changement à la tête du classement avec le maillot jaune qui appartient encore et toujours à l'écurie Progiciel Vélo Club. Détail avec Alex Nembel. La 6e étape de la 9e édition de la Transcat 2019 a livré son verdict. Minganga Garoua Boulaye, une étape longue de 90 km, a vu la victoire de Ngimkem Franklin de Progiciel Vélo Club, celui-là même qui a explosé de son talent au bénéfice de ses qualités de rouleur sur un tronçon bien que heurté par quelques côtés moins réputés, mais plutôt dominé par la plateforme. Le capitaine de la formation des informaticiens a réalisé ce parcours en 3h11 au même temps que son suivant immédiat Roni Mouna de Einstein Vélo Club du Cameroun. Je suis très satisfait parce que ça me redonne l'espoir de pouvoir continuer dans les étapes suivantes et pouvoir monter au général, pouvoir stimuler mes adversaires. Parce que les étapes qui sont passées, les étapes qui sont passées, il y avait un peu de montée. On avait des difficultés à passer cette montée-là. Même aujourd'hui, il y avait toutes les montées, mais après 20 km, à moins 20 km, la rien n'a pu monter. C'est difficile. C'est là qu'il y a pu l'estimer parce que l'arrivée. L'espoir du Moyen venait, donc je n'ai pas encore baissé les voies. Ici, il y a encore 6 étapes très difficiles. Donc, c'est où je vais voir en fonction de comment les gens se comportent sur route et voir comment les gérer pour pouvoir remporter ce maillot jusqu'à la fin de la carrière. La plus petite marche du podium est revenue à Franck Kamga de la même écurie qui a pris 30 secondes de retard sur son leader d'étape. Par ailleurs, il ne serait pas superflu de rappeler que le maillot jaune du leader au classement des étapes cumulées reste la propriété d'un certain Tatin Koutiti d'Achega Vélo Club du Cameroun. La compétition se poursuit. C'est tout pour l'information vraie de la mi-journée. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Bon après-midi à tous. Au revoir.